Un peu moins de 2000 terroristes, meurtriers, violeurs et monstres du 7 octobre sont maintenant en liberté. Certains en Israël, d'autres à l'étranger. Et pas parce qu'ils se sont évadés, mais parce que nous, Israël les a libérés. Pourquoi? Pour ramener nos otages à la maison? Et oui, Dieu merci, ils sont enfin rentrés. Nous avons attendu cela si longtemps. Ils vivent, respirent et sont avec leur famille. Mais c'est aussi le cas de ceux qui ont détruit des milliers de vies. Et parce que nous sommes prêts à libérer des meurtriers en échange de nos soldats de Tsahal et de nos otages, nous envoyons constamment un message clair au Hamas, un message de faiblesse, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles ils ne se précipitent pas pour rendre les otages décédés. 6 sont encore en captivité, 16 familles souffrent encore et 16 potentielles futures libérations de terroristes pour les organisations terroristes partout dans le monde. Comment peut-on encore appeler cela une politique normale en Israël? Quand dira-t-on stop? Cela doit cesser. Il doit y avoir une limite que nous ne franchissons plus jamais. Et pour moi, cette limite devient vraiment, vraiment simple. Nous devons changer notre façon de lutter contre le terrorisme. Surtout le terrorisme et les terroristes qui ont participé au 7 octobre, comme les terroristes Nukba. Et alors que le débat à ce sujet était en suspens pour ne pas risquer d'impacter les otages encore en vie en avançant quoi que ce soit, maintenant nos excuses sont un peu terminées. Apparemment, Itamar Ben-Gvir est d'accord avec moi, ce qui est rare. Cette semaine, il a lancé un ultimatum à Netanyahou. Adopter la peine de mort pour les terroristes ou je fais tomber le gouvernement. Israël a-t-il besoin de cette loi? Disons simplement que ma réponse commence par un grand pourquoi bien gras. C'est Meraka sur JNS Télévision, parlons-en. Avant d'aborder l'analyse logique de ce que cela signifie et les aspects techniques, rappelons d'abord de qui nous parlons. Et je souris pour me défendre. Les médias voudraient vous faire croire qu'il s'agit de pères et d'amis détenus illégalement en Israël sans aucune accusation formelle. Des balivernes, d'ailleurs. Certains vont même jusqu'à les qualifier d'otages. Mais nous connaissons la réalité de qui sont vraiment ces personnes. Voici quelques noms. Imad Kawasmeh, 52 ans, terroriste du Hamas condamné pour l'attentat à la bombe contre un bus à Beersheva en 2004 ayant tué 16 Israéliens. Qassem Aref Khalil, 36 ans, un membre du Hamas. Il a été impliqué dans le meurtre au couteau en 2019 d'un étudiant de la yeshiva, Devir Saraik. Mohamed Arif Saman, il a 55 ans, mais il est du Fatah, pas du Hamas. Il est responsable de l'attentat à la bombe contre un bus à Jérusalem en 2003 qui a tué 23 Israéliens. Pour info, le Fatah est la branche militaire de l'autorité palestinienne, le groupe qui veut diriger Gaza après le Hamas. Ces 3 noms sont 3 personnes parmi les 250 prisonniers de sécurité que nous avons libérés la semaine dernière. Mais je n'ai aucune crainte. Nous n'en avons pas libéré seulement 250, Dieu nous en préserve. Nous avons aussi libéré 1700 autres Gazaouis qui avaient été détenus pendant la guerre. Oui, vous suivez? Ce n'étaient que 3 noms. Sur 250 prisonniers, 15 seront libérés à Jérusalem-Est. C'est là où j'habite. 100 seront libérés en Judée et Samarie. Certains d'entre vous y vivent peut-être. Et 135, condamnés pour meurtre et infractions liées aux armes, sont prévus pour être expulsés vers Gaza ou ailleurs. J'avais affirmé que personne libéré ne retournerait en Israël, mais ce n'est finalement pas le cas. Les 1700 Gazaouis qui ont été détenus pendant la guerre après le 7 octobre seront soit libérés dans la bande de Gaza, soit exilés à l'étranger. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Ne me lance même pas sur les milliers d'autres que nous avons libérés lors des 2 premiers échanges d'otages. Dans cette guerre, 3 de mes amis, dont des membres de la famille, ont été assassinés, savent maintenant que ces meurtriers se promènent littéralement dans les rues. On pourrait simplement mentionner les précédentes libérations. Khalil Gibran, qui a assassiné Harry Fould en 2018, Mohamed Abou Warda, responsable de l'attentat à la bombe contre un bus à Jérusalem en 1996, qui a tué 44 personnes. Il était aussi responsable d'une attaque à Ashgon. Il est maintenant libre. Je vais dire ceci, et je veux vraiment insister là-dessus. Israël a tenu bon cette fois-ci en refusant de libérer les grands noms que le Hamas a vraiment essayé de récupérer. Des noms comme Marwan Barghouti, chef du Fatah. Ahmed Sadaté, il est le secrétaire général du Front populaire de libération de la Palestine. D'accord, devine quoi? Ils soutiennent fortement une solution à un seul État qui ne nous convient pas et présentent le Fatah comme très respectable. Et il y a aussi Ibrahim Hamad, commandant du Hamas en Cisjordanie, Judée et Samarie. Il purge 45 peines à vie pour des meurtres pendant la seconde intifada.
Abbas el-Sied, il a orchestré l'attentat de l'Hotel Park en 2002 qui a tué 39 Israéliens. Et nous avons Hassan Salma, d'accord? C'est un membre du Hamas. Il purge 48 peines de prison à vie pour plusieurs attentats suicides. D'accord. Donc tu es probablement contente qu'ils n'aient pas été libérés, tout comme moi. Mais voilà le problème. À l'avenir, qu'est-ce qui empêcherait ça? Ils pourraient être libérés. J'ai énuméré des noms comme si de rien n'était, mais 33 morts dans un attentat dans un bus, c'est 33 familles brisées. Des partenaires, des pères, des enfants, des amis. De nombreuses vies, de nombreuses personnes qui ont traversé une dévastation totale. Et l'auteur, la personne derrière tout ça, est toujours assise confortablement, à l'abri. Nous n'en parlons pas et nous n'entrons pas dans les détails ni dans la douleur. Mais pensez à combien nous tenions à chacun de ces 20 otages. Maintenant, multipliez cela de façon exponentielle par le nombre de victimes que nous avons vues à cause du terrorisme ces dernières années, sans même parler du début de l'État. Combien de milliers d'Israéliens ont été sacrifiés à cause de ces terroristes? Combien de personnes ont souffert de façon si immense? Un terroriste en cellule peut tuer 50 personnes et détruire autant de familles. On n'y pense pas assez. Pour ma part, ce n'est pas le cas. Et tout cela, ces terroristes qui existent encore, ces terroristes qui ont reçu plus de 100 millions de shekels au total, payés par l'autorité palestinienne, ceux qui arpentent les rues et préparent la reconstruction du Hamas et d'autres groupes terroristes ne seraient pas notre réalité si nous avions eu la dignité de dire qu'il était temps d'appliquer la peine de mort. Vous voyez, la façon la plus rapide de s'assurer qu'un terroriste ne commette plus d'attentats, c'est de le mettre à mort pour avoir tué d'autres personnes. Alors, quand cette idée folle de relâcher des meurtriers dans la société a-t-elle commencé? Parce que c'est exactement ça, c'est insensé. En 1955, nous assistons à notre premier échange d'otages connu. Israël libère 41 soldats égyptiens capturés lors de combats contre 4 soldats israéliens. Ce n'étaient pas vraiment des terroristes officiels à proprement parler, mais cela a instauré ce principe d'échange inégaux. En 1979, le Front populaire de libération de la Palestine a enlevé un soldat israélien. Il s'appelait Avraham Amram. La plupart d'entre nous l'ignorent. Il a été enlevé au Liban. Et pour le récupérer, Israël a libéré 76 prisonniers palestiniens. C'était la première libération par Israël de terroristes condamnés dans un accord avec une organisation palestinienne. Un autre pas. En 1983, le Front de libération de la Palestine, a capturé 3 soldats israéliens, probablement intentionnellement. En échange, nous avons libéré 1150 prisonniers, dont des centaines de terroristes condamnés. Ceci a été le principal tournant. Bien que Begin, alors Premier ministre, l'ait approuvé pour de bonnes raisons, il n'a pas anticipé ces énormes conséquences futures. Désormais, chaque ennemi sait que kidnapper des Israéliens est la meilleure chose à faire pour attirer l'attention, créer une pression politique, diviser le pays et libérer leurs terroristes, c'est-à-dire les prisonniers. À partir de ce moment, l'enlèvement d'Israéliens devient une stratégie éprouvée et a désormais établi le précédent le plus insensé. Tu sais ce qui se passe ensuite? Ils enlèvent les corps de soldats de Tsahal tombés au combat. Tu as Elkanan Tenenbaum, Gilad Shalit. Et pour les récupérer, Israël continue simplement de libérer des quantités folles de terroristes. Un juif contre 1000 terroristes. Et oui, c'est aussi insensé que ça en a l'air, parce que ce que les critiques de ces accords disaient à l'époque s'est révélé totalement prophétique. Ces accords allaient inspirer de futurs enlèvements et renforcer les chefs terroristes qui retourneraient ensuite à la violence. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Nous savons tous quand Sinora a été libéré et pourquoi ils ont essayé de capturer des centaines d'otages le 7 octobre. L'ironie de tout cela, c'est la raison pour laquelle nous le faisons réellement, et c'est le principe de la vie avant tout. C'est profondément culturel, voire spirituel, dans la tradition juive. Le Pidyon Shvuim, la rédemption des captifs, est l'une de nos plus grandes mitzvot. Cette idée est profondément ancrée dans notre psyché nationale. Chaque vie a une valeur infinie. Un Israélien ne vaut pas plus qu'un autre millier, disons, d'Arabes. La valeur de leur vie est tout simplement incalculable. Ce code moral est devenu la colonne vertébrale de l'armée israélienne et de l'éthique nationale. Aucun soldat n'est laissé derrière. Et je dois dire que c'est une idée très réconfortante. C'est un idéal moral. Cependant, cela se heurte à une réalité politique vraiment dure. Israël est un petit pays. Chaque soldat enlevé devient une affaire nationale. Et la pression pour les ramener à la maison est immense. Vous avez vu les manifestations pour les otages? Personne ne veut devenir soldat en pensant que son pays pourrait l'abandonner.
Les gouvernements, même les plus axés sur la sécurité, c'est-à-dire de droite, ont trouvé presque impossible de résister à ce genre de pression. Ce n'est pas facile à dire, mais que ce soit Menahem Begin en 1983, Ariel Sharon en 2004 ou Benjamin Netanyahou en 2011, et maintenant encore, ils ont tous été confrontés à la même équation vraiment impossible. Doit-on sauver une vie maintenant ou risquer un effondrement public en disant non? Dans une démocratie comme Israël, où la confiance entre les soldats et l'État est vraiment sacrée, refuser un accord peut donner l'impression de trahir ce contrat social. Mais le prix à payer est immense. Des groupes comme le Hezbollah et le Hamas ont construit des stratégies entières autour de cette logique, sachant que la compassion d'Israël peut être utilisée comme une arme. Des dizaines d'Israéliens ont été tués, et je pense que le chiffre est sûrement plus élevé, lors d'attaques de prisonniers libérés lors d'échanges antérieurs. Le 7 octobre suffit à lui seul, c'est un paradoxe national. L'humanité qui pousse Israël à lutter pour chaque otage alimente aussi le cycle menaçant des vies futures. C'est un débat énorme ici, mais tout serait tellement plus simple si nous savions tous qu'aucun terroriste ayant réussi ne serait vivant en prison pour être échangé à l'avenir. Voilà pourquoi, mes amis, nous devons parler de la peine de mort. Je commencerai par dire que la conversation à ce sujet est en fait sur la table depuis avant le 7 octobre, mais maintenant elle concerne spécifiquement les terroristes connus sous le nom de terroristes Nukba, ceux qui ont participé au massacre. Il y en a des centaines qui attendent actuellement leur procès, mais chaque fois que la peine de mort était évoquée, elle était rapidement écartée par crainte de ce que cela pourrait potentiellement faire aux otages encore en vie. Ben Gvir, principal instigateur, a déclaré que cela montrerait de la force, ce que le Hamas doit voir pour rendre nos otages. Mais nous ne saurons jamais si c'est vrai. Heureusement, les otages sont chez nous avec leurs familles. Mais peut-être pouvons-nous le tester maintenant. Vous voyez, peut-être qu'il a raison concernant les prochaines étapes de la guerre. Vous savez, le Hamas n'a absolument aucune intention de se désarmer. Actuellement, il joue avec les autres otages. Oui, ce sont des corps, mais ils demeurent essentiels pour nous. Ceci est en partie dû au fait qu'ils pensent que nous sommes encore faibles, qu'ils peuvent s'en tirer comme ça. La force par la puissance, ce nouveau grand slogan que tout le monde répète, ce n'est plus juste une phrase. Et cela pourrait être un indicateur très, très fort dont ils ont besoin, que les nouvelles arrivent aussi pour eux. Si Israël n'arrive même pas à éliminer les terroristes Nukba, les pires des pires, alors bien sûr, nous allons permettre à Hamas de survivre. C'est la logique qu'ils utilisent. C'est exactement, pour votre information, pourquoi Ben Gvir ne se contente plus de faire des déclarations publiques à ce sujet, sur la peine de mort, comme il l'a fait lors de l'un des enterrements. Mais il a en fait donné un ultimatum à Bibi. Qu'est-ce que c'est? On en finit avec le Hamas et on légalise la peine de mort. Sinon, il va faire tomber le gouvernement, mais ce n'est finalement pas aussi grave que cela paraît. Les élections approchent de toute façon ici, et il y a de grandes chances qu'elles aient lieu plus tôt avec ou sans l'intervention de Ben Gvir. Pour expliquer les élections ici, il faudra un autre épisode. Revenons au sujet. Où en est le projet de loi? Qu'inclut-il? D'abord, il faut noter qu'Israël possède une loi sur la peine de mort. Elle n'a servi qu'une ou deux fois, selon les sources, lors du procès Eichmann, où Adolf Eichmann, l'un des principaux criminels de guerre nazie, fut pendu publiquement dans un moment très thérapeutique pour des milliers de Juifs. Mais pour une raison quelconque, la loi en vigueur n'a jamais réellement été appliquée contre des terroristes arabes. Réfléchissez à l'impact qu'aurait eu cette situation sur ce pays. La députée Limor Sivan a soumis la nouvelle proposition, initiée par le ministre Ben Gvir, déjà présentée il y a quelques années. C'était l'une des promesses faites à Ben Gvir lors de la formation du 25e gouvernement. Après son entrée au gouvernement, Limor a présenté une proposition concrète à la Knesset. Cela dure depuis longtemps, bien avant le 7 octobre. Je pense qu'il est important de noter que le mari de Limor a été assassiné lors d'une attaque terroriste où elle a été grièvement blessée. Et seulement un an et demi plus tard, lors de l'échange de Gilad Shalit, ces terroristes ont été relâchés dans le public. Surprise, surprise, l'un d'eux est ensuite devenu un commandant de premier plan à Rafah, et il a en fait été éliminé pendant la guerre, donc c'est une bonne chose. Mais Gilad Shalit a été libéré il y a de très nombreuses années, et jusqu'à présent, cet homme a circulé librement. Ce n'est pas surprenant que Sivan veuille faire avancer cela. La proposition est en fait assez simple. Elle est courte. Je l'ai lue moi-même. La loi dit que toute personne qui tue un citoyen israélien parce qu'il est juif et dans le but de nuire à Israël ou au peuple juif, c'est-à-dire un terroriste, sera condamnée à la peine de mort et rien d'autre.
Pas de peine de prison à vie, la peine de mort. Ce n'est pas optionnel. Si quelqu'un est condamné pour ce crime, c'est-à-dire condamné pour terrorisme, la peine de mort est obligatoire. Tous les terroristes recevront la peine de mort, alors qu'actuellement, certains bénéficient de peines plus légères. Ils peuvent avoir de meilleures conditions de détention, des paiements de l'autorité palestinienne et même une libération anticipée lors d'échanges de prisonniers. Comme c'est pratique, cette loi vise à empêcher cela en rendant la sanction la plus sévère possible pour dissuader de futures attaques. En Judée et en Samarie, sous juridiction militaire, la majorité des juges militaires peut imposer la peine de mort et la sentence ne peut ensuite être réduite. Tu m'entends? Une fois finalisé, pas de retour en arrière ni de réduction de sentence. Pourquoi faire une partie spéciale sur la Judée et la Samarie? Puisque nous n'avons pas reconnu leur souveraineté, ils ont un autre système juridique et de nombreux attentats terroristes. Nous devions nous assurer que ce genre de loi s'applique réellement aux gens partout. En bref, cette loi vise à rendre les conséquences pour les meurtriers terroristes de juifs absolus et inévitables dans le but de prévenir le terrorisme et d'éliminer toute possibilité de libération anticipée ou de peine allégée. Kabout, c'est fait. Tu es accusé de terrorisme et condamné à mort. Le projet de loi ne précise pas la méthode d'exécution. C'est assez court et pour l'instant ça va. Pas besoin de discuter de la sémantique, il suffit qu'elle soit adoptée. Le projet de loi a déjà passé sa première lecture, la première des 4 étapes. Cela est déjà arrivé en mars 2022 avec 55 voix pour et 9 contre. Cela en dit long sur le sentiment actuel du pays. Comme toute loi, elle doit suivre un processus en plusieurs étapes, ce qui sera long. Dans ce cas, il est largement reconnu que la loi aurait déjà pu être adoptée avec ces 3 lectures et inscrite dans le livre officiel des lois d'Israël s'il n'y avait pas eu les retards politiques persistants. Actuellement, certains membres de la coalition et potentiellement du parti Likoud, bien qu'ils soutiennent le principe, c'est-à-dire qu'ils veulent satisfaire leurs électeurs, ralentissent le processus. Cela s'explique souvent par la crainte de réactions négatives à l'international. Nous y reviendrons dans un instant. La crainte de la réaction du Hamas en temps de guerre, désormais moins pertinente, et d'autres considérations politiques. Des choses qui se passent en coulisses. Parce que le projet de loi a passé une première discussion au sein de la Commission de la sécurité nationale. Comme nous l'avons dit, la première sur 4, il nécessite encore une première lecture à la Knesset, puis une deuxième et une troisième lecture dans cette Commission de la sécurité nationale, et enfin une deuxième et une troisième lecture à la Knesset. Compliqué. Dans certains cas, il est possible d'estimer combien de temps un projet de loi prendra pour être adopté. Mais dans ce cas, c'est extrêmement difficile parce que le problème ici est en réalité purement politique. Ce n'est pas lié au jargon juridique. Pour faire avancer la loi, tous les acteurs politiques doivent reconnaître son urgence et faire pression pour son adoption. Pour l'instant, nous n'en sommes pas vraiment là. C'est la raison pour laquelle ils ont gardé le projet de loi si court. Peu de détails techniques restent à négocier ou discuter et peu de choses à changer. C'est juste une idée très simple. Sans la majorité de la coalition, juste pour info, le projet de loi ne deviendra pas une loi. Nous entamons cette semaine la session d'hiver de la Knesset. Et cela va, espérons-le, être l'un des points centraux des débats à venir. À l'approche de la fin de la guerre, une question se pose. Pour tout le monde. Comment va-t-on gérer les terroristes Nukba? En tant que juive, je pense que l'idée que notre pays exécute des gens me rend un peu mal à l'aise. Je l'avoue, je n'ai pas toujours été pour. Mais si le 7 octobre nous a appris quelque chose, surtout à moi, c'est que celui qui est gentil avec les méchants finit par être méchant avec les gentils. C'est un proverbe. Ne pas avoir de peine de mort conduit à de futurs actes de terreur, point final. Et donc, j'ai changé d'avis. Je pense que cela devrait être absolument obligatoire. Et même si je sais que le monde va s'affoler et dire que ce n'est pas juste, etc., et que nous allons dépasser nos limites. Et j'ai plusieurs choses à dire sur ce sujet. Honnêtement, je me fiche de ce que le monde pense. Le meurtrier du père de mon ami rôde en Judée-Samarie et elle doit y conduire tous les jours. Franchement, ils peuvent aller se faire voir. Mais de façon plus rationnelle, les justifications pour cela l'emportent littéralement sur les conséquences potentielles. De nombreux pays appliquent la peine de mort. Les États-Unis ont exécuté 25 personnes cette année, l'Arabie saoudite au moins 345. C'est rare en Europe, mais cela existe encore au Bélarus, où des personnes sont condamnées à mort. Certains pays l'appliquent. Ce n'est pas une invention folle d'Israël et ce que nous faisons n'a aucune importance. L'antisémitisme et le deux poids, deux mesures appliquées à Israël continueront quelle que soit cette loi. S'ils doivent nous haïr plus, au moins soyons plus en sécurité. C'est un prix juste.
Troisièmement, aucune démocratie ne souffre du terrorisme comme nous. C'est sans précédent. Dans des temps sans précédent, on devient souvent pionnier, ce qui peut susciter des réactions négatives. Nous devons prendre du recul et comprendre que cela fait partie de la folie que nous vivons avant les sociétés occidentales. Il n'y aura littéralement, à mon avis, jamais de crime plus justifié pour la peine de mort que celui du 7 octobre. Ces personnes ne méritent pas d'être encore en vie et ils ne méritent absolument pas, vraiment pas, des conditions confortables et des paiements. Ne t'inquiète pas. Israël travaille toujours dessus, mais que cela arrive est insensé. L'effet dissuasif de cette loi serait énorme et ne laissez personne minimiser cela. Les justifications pour cela sont, je pense, assez claires à ce stade. Mais passons-les rapidement en revue. Premièrement, la simple justice. Un terroriste prêt à mourir pour nous attaquer et nuire à notre pays mérite de payer ce prix, qu'il était prêt à accepter dès le début. Oui, on sait que chaque terroriste sait qu'il risque d'être tué, mais il est probable que cela n'arrive pas. Ils survivront et gagneront aussi en statut social et stabilité financière. Savoir qu'ils mourront à coup sûr dissuade les plus modérés ou ceux qui y sont poussés. Les gens ne veulent pas mourir, certains sont fous, mais cela diminue fortement la motivation de le faire. Enfin, la récidive. Les terroristes morts ne peuvent plus commettre d'actes terroristes, ce qui devient souvent leur priorité une fois incarcérés. Imaginez comme notre monde aurait changé si Six Noirs avaient été éliminés et n'avaient jamais existé. Imaginez comme tout aurait changé si cette loi avait existé. Les obstacles restent nombreux. Nous le savons, nous avons ici un tribunal qui bloque chaque initiative et des politiciens qui placent leurs propres intérêts au-dessus de la vie des gens. Nous le savons, et même si beaucoup de gens soutiennent cela, bien plus que vous ne le croyez, ce n'est pas si simple que ça se réalise vraiment. Mais au moins, la conversation à ce sujet a lieu. Cela se banalise. Ben Gvir pose en fait un ultimatum sur la table à ce sujet et cela n'est pas perçu comme un geste radical. Nous voulons des rotations pour notre sécurité, des protections pour que cela ne se reproduise jamais. C'est ce que cela signifie. C'est pour ça que tu as traversé cette guerre ces 2 dernières années. Et cela n'arrive pas simplement en essayant d'éliminer nos ennemis à Gaza. Ça commence par changer notre façon de faire les choses, apprendre de nos erreurs et s'assurer que tout cela devienne vraiment un plus jamais ça. Je sais que je parais peut-être fanatique et extrême, mais je pense que la logique derrière tout ça est tellement évidente. Il y a des gens dehors qui ont fait de l'élimination et de la destruction de notre peuple, de la façon la plus barbare possible, leur mission de vie. Et ils nous l'ont fait. Et à ce stade, nous devons avoir la dignité de pouvoir dire, oui, il y a une limite qu'une personne franchit et à partir de là, il n'y a plus de retour possible. D'autres pays le font souvent, mais Israël continue d'espérer qu'en étant vu comme la nation la plus humanitaire, on l'aimera. Ils ne vont pas nous aimer. Ce n'est pas le cas. Et le prix que nous payons pour le fait que les gens ne nous aiment pas de toute façon, c'est littéralement la vie de nos enfants, de nos amis, de nos familles. Ça ne peut tout simplement pas exister. Et ça doit cesser. Ça doit vraiment cesser. Et pour moi, je pense que la peine de mort pour le véritable terrorisme est l'une des meilleures solutions à ce problème. Je suis Meira. À la prochaine.